Une petite école du village était unique. Havre de paix dans cette vallée magique, nous nous retrouvions écoliers de campagne, habillés d'une blouse et de souliers de montagne. Dans une ronde effrénée, les filles riaient, les garçons se chamaillaient pour une bille perdue ou peut-être volée, la maîtresse aimante et lumineuse nous surveillait. Le temps défilait et coulait, c'est certain. Quelques années, et ce fut l'adolescence enfin, discussions animées, toujours discutables, se tenaient dans des salons qui étaient des étables. Notre jeunesse, insouciante et belle, nous la croquions de ne plus savoir qu'en faire, année de bonheur presque éternel, ne pouvait que nous satisfaire. À scooter, cheveux au vent, sur les petites routes, d'un juin d'un jour, pas de doute, nos belles demoiselles nous attendaient un habit d'été. Nous échangeons alors nos premiers baisers parfumés. Ces moments magiques en avons profité. Nos jeunes années papillons fragiles se sont envolés. Les souvenirs uniques au goût du passé nous unissent dans notre grande amitié. Toute la famille vivait ensemble et j'ai bénéficié de l'amour de tout le monde qui m'entourait. Des grands-parents, des grands-parents, des gens qui étaient près de mes grands-parents, j'ai été comblé. Le sort est difficile parfois. Mon père est décédé. Très rapidement, ça s'appelait la leucémie, on ne va pas y revenir. Et bien sûr, qui pouvait me garder? Ma mère et ma grand-mère. Ma mère, bien sûr, était assez choquée par ce décès et était fragile, et c'est ma grand-mère qui a pris les rênes. Que j'appelais Bonne Maman, qui s'appelait Lucie. Et Bonne Maman, si vous voulez, a tout organisé jusqu'en 1960. C'est un personnage que je ne peux pas oublier, les autres non plus, bien sûr. J'ai eu 2 frères et une sœur plus âgés que moi. Mon frère aîné, quand les Allemands sont arrivés, a pris le maquis. On n'a plus entendu parler de lui pendant 5 ans. Ma sœur a fait le travail obligatoire en Allemagne. Et mon autre frère, les Allemands sont venus le chercher en 1942. Il a combattu dans l'armée allemande en Russie. Malgré nous. Voilà, malgré nous. Et mon autre frère, le frère aîné qui est parti dans le maquis, a fait le débarquement en Provence avec Delattre, le général Delattre. Oui. Alors elle est dans l'armée française, elle est dans l'armée allemande, et ma sœur, STO en Allemagne. Et pendant ce temps, mon père était tuberculeux au lit, ma mère travaillait à l'usine, et comme chauffage à la maison, comme dans la cuisine, tout était au bois, tout marchait au bois. Et qui c'est qui allait chercher le bois? À 6, 7, 8 ans, c'était moi, avec une hache, et mon copain, tous les deux. C'est un linge, un napo megrosiero, un napo spesso, saupodrado de farino, e aqui buidão de millas, e a cosa scampillao per tutto, aqui tenho tutto la tavola. E aqui facciamo del rund, aqui, cadun per l'assietto, e le suer per soupar, e bé, tout le monde a lieu de manger de pa, et bé, mangeaven des millas. Le langage courant à la maison, c'était plus le patois que le français. Mes grands-parents surtout, et bon, il y a eu la période de guerre, mais même après, ils parlaient en patois tout le temps entre eux, c'était courant. Et nous, évidemment, à la maison, eh bien, on parlait patois aussi, pardi. Et par contre, où c'était interdit, à l'époque de Madame Arnaud et à l'école de Bessous, c'était de parler patois. Elle avait une sainte horreur de nous entendre parler patois en récréation, n'importe. Quand entre nous, on avait une réflexion entre nous là de patois, parce que ça arrivait.
là, on avait droit à une descente immédiate de l'institutrice qui venait nous dire « Je vous ai dit qu'on ne parle pas patois ici. » D'accord. Quand j'étais petite, on avait des poupées que c'était ma sœur qui les fabriquait avec du tissu. Elle faisait la tête, il faisait avec le crayon les oreilles et les yeux, on mettait un bouton. Voilà notre Père Noël. C'était Saint-Nicolas chez nous, le Père Noël. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on avait? On avait un raisin, 5 nèfles, des choses de la récolte de la maison. Voilà mon souvenir du Père Noël. C'est pas comme maintenant. Je n'ai jamais eu un jouet. Jamais un jouet. Je n'ai pas connu. Pour jouer, on démontait une roue de charrette, on s'en servait comme cerceau. Mais je n'ai jamais eu de jouet, ça n'existait pas. Non. C'était merveilleux quand il y avait une courroie qui lâchait ou une poulie qui tournait plus, qui tournait dans le vide. Tonton, il faut que tu nous répares la poulie et pour qu'on puisse continuer. Teuf, 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 vom, teuf, 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 vom. Et alors on y allait. Mais les heures entières là, ce qui faisait dire à mon grand-père, que faisait ça là? Il l'heure de dîner, Léo. Et c'était l'heure de dîner. Bon, mais c'était comme ça. Nous, on était on se mettait évidemment sur l'aile de dépiquaison. Toutes les conditions étaient remplies. On simulait la dépiquaison. La tribu Bousquet, bon, c'est comme ça que les voisins nous appelaient. Irmine, la petite sœur, Gérard et Yves avaient confectionné un traîneau. Et le jeu consistait à descendre la côte de Pardeillan, quelquefois depuis le sommet ici de la grange, jusqu'à la route. Et évidemment, ça consistait à... Enfin, là, c'était pas Irmine qui conduisait, c'était Gérard quand même. Mais on avait mis un frein quand même, donc on ralentissait un peu en arrivant en bas. Et c'était un amusement classique, ça, du jeudi et du dimanche. Ce qu'on a vécu à ce moment-là, je vous assure, c'était sincère et c'était pleinement partagé. Et je suis sûr que Irmine, parce que c'était la petite sœur, quelquefois quand on l'appelait là, on lui demandait pas si elle avait pas peur. Parce qu'elle était un peu petite pour être en première ligne là. Et quand on descendait à 20 km/h peut-être la côte là. Mais si elle était contente, elle était, vous le voyez, tout le temps avec nous quand même. Mais bien sûr, comme tous les adolescents, on va dire les enfants, on jouait à cache-cache. Mais bien sûr. Et à cache-cache, on avait les mêmes cachettes, mais on nous trouvait quand même. Non, c'est marrant. Et bien sûr, lorsqu'on allait chercher quelqu'un, c'était pas où il y avait un garçon, c'était où il y avait une fille. Bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez fait pareil ou... À Lyon, c'était plus difficile. Et après, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Alors, il y avait 3 gendarmes, 3 voleurs. On comptait, vous savez. Et on partait à la conquête des voyous, des voleurs. Et quand on les avait prisonniers, vous ne pouvez pas vous imaginer le ressentiment qu'on avait. On avait gagné tout, la guerre et tout. On prenait des bombes, c'est-à-dire c'était comment ça s'appelle ça, des explosifs, mais des gros. On a attaché à la poignée de la salle de cinéma cette bombe. On l'allume. Moi, je crois que c'est moi qui l'avais allumée, je ne sais plus. Une déflagration terrible. La porte s'est ouverte d'un coup. Mais ça a été terrible. Il y avait de la poussière qui descendait.
Et c'était sans famille, il jouait sans famille, il y avait le chien qui faisait comme ça. Et alors il y avait le maire de l'époque qui nous aimait tous. Il a dit, bon, ils n'ont pas fait exprès, on l'a pas fait exprès pour embêter. Et il y avait un type qui était sourd là-dedans, et qui a dit, on a tiré. Alors ça, c'était énorme. Voilà, encore une autre histoire. Donc j'ai eu une enfance miséreuse, mais heureuse. J'étais libre, je vivais seul, j'allais dans la forêt, j'allais voler des fruits. On n'a jamais manqué de fruits à la maison. Ben, tous les hommes étaient partis, les récoltes n'étaient pas faites. Hein. On allait glaner des épis de blé dans les champs, on faisait notre farine. Pour le café, ma mère faisait griller de l'orge, qu'elle a acheté de l'orge, on faisait griller l'orge pour faire le café. Café, on ne connaissait pas ça. Non. Ou un dessert. Si, des fois, quand il y avait une fête, ma mère faisait un gâteau ou une tarte, mais dessert après le repas, ça n'existait pas. Hors d'œuvre non plus. Non. Les riches, dans le temps, mangeaient à midi. Les pauvres mangeaient à 11h. Nous, on mangeait à 11h moins le quart, parce qu'on avait... ouais. Mais je vous jure que pendant la guerre, des fois, le repas de midi, quand j'étais seul avec ma mère, quand tout le monde était parti, c'était un bouillon cube dans de l'eau. Mais je n'avais pas faim. J'étais maigre, mais je n'avais pas faim. Ils n'en ont pas une pelle, les jeunes, maintenant. Hein. Pas tous. On se faisait venir les pommes de terre, et on mangeait les pommes de terre, des haricots. Et moi, quand j'étais plus jeune, avant de me marier, on allait ramasser les épis de blé. Parce qu'on faisait les gerbes, tombaient toujours des épis. On allait le ramasser. On appelle ça glaner. On allait le ramasser. Alors, on faisait ça avec le moulin à café. On faisait un peu de farine. Et là, on faisait une crêpe. On avait ça pour déjeuner le matin. Alors, quand vous voyez ça, que vous voyez maintenant, On se contentait. ceux qui font les cons, s'ils étaient passés à ça, ils réfléchiraient un peu. On ne trouvait pas à redire. On était habitué qu'avant on n'avait rien et on a continué. Parce que quand moi j'étais en Italie aussi, c'était la même occasion. Gauche, je suis allée à l'école jusqu'au certificat et je me rappelle quand j'allais à l'école, en rentrant, on faisait le signe de la croix, on disait Notre Père et je vous salue Marie. Et après, en face, il y avait la photo du roi. Au milieu, il y avait le Christ. Et à côté, il y avait la photo de Mussolini, que peut-être vous avez entendu parler. Évidemment, l'histoire a commencé à l'école de Bessous, notre chère école de Bessous, où on allait, qui était distante de 2 km. On allait à pied, bien sûr, par la route quand même. On avait le privilège d'avoir une route goudronnée. Donc on n'était pas les plus mal lotis parce qu'il y en a qui arrivaient à l'école avec 2 km de chemin de terre et changeaient de sabots et de tout le reste, des fois d'habillement, etc., avant de rentrer à l'école. Voilà. Celle qui, au travers des leçons d'une morale quotidienne, développait en nous les valeurs humaines, l'honnêteté, la persévérance, l'amour du travail bien fait, le respect et l'amour des autres. Celle qui savait aussi être notre confidente. C'est vrai que presque on allait raconter à madame, quand on était ancien élève, ce qu'on ne racontait pas à nos parents.
les anciens élèves après, hein, quand ils étaient partis de l'école, alors certains, quelques-uns suivaient leurs études, dès qu'il y avait des vacances, revenaient voir Madame Arnaud. Quand il y avait le premier samedi de vacances, là, hop, 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 allez à la veillée ou autrement, on allait voir Madame Arnaud. Moi, je sais qu'avec Yves, on y a été souvent. On allait voir Madame Arnaud. Elle nous faisait découvrir Brassens. Pourquoi Brassens? C'était bizarre, ça avait les disques de Brassens, moi je les ai entendus dans la cuisine de Madame Arnaud. À l'école des Dessous, il y avait une fois par an le voyage scolaire. Voilà Madame Arnaud là, et puis les tout petits qui sont éparpillés un peu par là. Voilà, vous voyez, les gens ils se mettaient en slip et voilà, on allait tremper les. Il y a ma petite sœur là. La lecture d'une lettre d'une ancienne élève, Paulette Marty. École des Lessous, petit nid où nous avons grandi en compagnie de Madame, qui nous a imprégnés de vivre en bonne harmonie. C'est grâce à vous tous, habitants et amis des Lessous, que chaque année, depuis 2001, nous sommes réunis. Calcul, morale, géographie, histoire, français. Maths. Et calcul, non. Ah oui, ça calcul. les calculs. Et puis, C'est pas et mathématique. puis dessin un peu, on dessinait. Alors les autres, excusez-moi, je fais un petit aparté, les autres enfants de l'école, je ne sais pas où ils sont devenus, ils étaient paysans, comme je dis, moi j'étais au collège. Et puis j'ai rencontré bien sûr des profs de français qui m'ont fait découvrir, mais je ne fais pas ça, Zola, qui m'ont fait découvrir Villon, qui m'ont fait découvrir, je pourrais vous en citer tout. Et c'est pas trop difficile, hein. Nous avions les Lagarde et Michard, vous savez, c'était un bouquin terrible. Et ça m'a bouleversé. Mais je n'étais pas un très bon élève, enfin j'étais un élève quoi. Je ne lisais pas trop, parce que je venais ici, je travaillais, et puis parce que j'étais flemmard. Mais quand même, je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je garde. Cette lecture, aller chercher quelque chose dans des gens, des génies. Je veux dire ça, des génies. Et maintenant, bien sûr, je m'en aperçois. Hein. Aragon, je veux dire, maintenant je lis et tout, que jamais j'aurais fait ça. Mon épouse, elle lit aussi. J'ai commencé à 11 ans, j'étais obligé, madame. Il fallait bien manger. J'avais 2 petites sœurs, Simone et Mimi, il fallait bien manger. Parce que, après les pauvres, elles ont été chez des tatis qui ne faisaient pas trop, trop gentils. Hein. Heureusement que je m'en suis aperçu et que je les ai retirés. Parce que, un soir, il y en avait une qui pleurait dans le grenier, madame, vous savez, et elle n'avait pas mangé. Ouh, je dis, ça ne peut pas se faire. 11 ans, 47, vous ne vous rendez pas compte, 11 ans, madame. Je suis allé là, et la première des choses que m'a fait faire Georges, c'est de ramener un récipient à gazogène. J'étais très bien avec le patron. Monsieur Canat, il m'appelait mon petit. Monsieur. Et le papa Canat, alors le monsieur, pour moi, sensationnel. Hein. Même il me portait des oranges, il me portait de tout quand j'étais à l'atelier et tout. Ils ont décidé de mettre des... Comment on l'appelait ça? Ils faisaient de la musique, ça... L'orgue. Bon, ça va.
il commande tout un tas d'appareils, ce monsieur Canat commande tout un arsenal d'appareils. C'était des buses, vous savez, et il fallait les souder, ces buses. Et alors, avec monsieur Mazon, un papa d'un grand rugbyman de Carcassonne, vous en avez entendu parler peut-être, Mazon. Et son papa était électricien, s'est occupé de la ventilation de ces orgues à Chalabre. Et moi, j'ai soudé les tubes. Les tubes, chaque fois que je viens à Chalabre. Et alors, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé dans ces orgues. J'avais un petit marteau de rien du tout. Et il y avait un de ces tubes-là, un peu là, pom, un marteau me tombe là-dedans, petit marteau. Alors, dans l'église, je peux le dire, une sottise. Tant pis, je la dis. Putain, je dis comme ça. Et M. Canat, il montait par les escaliers parce qu'il venait nous voir. Et quand j'ai dit putain, mais je le dis fort dans l'église. Ce qu'il ne faut pas dire dans l'église. Moi, je l'avais dit. Il me dit, qu'est-ce que tu as, mon petit? Et je lui dis, vous ne savez pas ce qui m'arrive, M. Canat, j'ai tombé le marteau. Mais il m'a dit, ne t'en fais pas, tu n'as pas de fil de fer? Il me dit comme ça. Et j'ai dit, non, je n'ai pas de fil de fer. Eh bien, tu vas à l'usine, tu vas chercher du fil de fer, tu feras un crochet, mais je l'aurais fait quand même. Je suis allé à l'usine, je suis allé le chercher. Mais il avait dit ça. Et j'avais soudé, si jamais vous y allez à Chalabre, c'est moi qui ai soudé les tubes. Et c'était un monsieur de Limoux qui est venu régler les orgues après. Je m'étais régalé à ça. Viens, petite, viens! 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 Mon premier métier, c'était maçon. J'avais fait 3 ans d'apprentissage. J'ai exercé pendant 10 ans. Mais en fait, j'ai toujours eu un penchant pour l'agriculture. Mes parents étaient agriculteurs et il me tardait de finir mon travail pour venir aider à la ferme le soir. Voilà. Et puis j'ai connu le travail à l'ancienne. On travaillait avec des bœufs, on n'avait pas de tracteur. Dans les années 58, 59, là, et même dans les années 50, quoi. On n'avait pas de tracteur. Et je me souviens, une fois, j'aimais bien conduire les bœufs. Et alors j'étais parti tout seul à la forêt chercher du bois. Et puis, voilà qu'il m'est arrivé une drôle d'histoire, je me rappellerai toujours ça. Les bœufs ne voulaient plus avancer parce qu'il y avait un peu trop de poids sur la charrette. Et alors je suis passé, les bœufs, on les conduisait, on les tirait devant, et puis les bœufs, ils nous suivaient. Et puis là, ils ne voulaient plus avancer. Alors je suis passé derrière, et puis un coup d'aiguillon à chacun. Et voilà que les bœufs, ils ont tiré un coup d'un côté, un coup de l'autre, et ils m'ont cassé le timon de la charrette. Et puis je suis resté là, et quand je suis rentré à la maison, bien entendu, je n'ai pas eu de félicitations. C'était les inconvénients de la jeunesse. Quand on partait au marché, souvent, eh bien, et on avait une bête à vendre. Moi, de Viviez, je partais à pied avec mes parents, on partait à pied avec la bête, on partait au marché à Mirepoix, on partait vendre notre vache, notre veau, et on partait à pied. Et puis, bon, on marchait pendant 1h30, là, tout le long de la route. Si on vendait, c'était parfait, si on ne vendait pas, eh bien, on revenait avec la bête à pied, et puis ça y était. Ça, c'est le gardien. Quand il y a quelque chose d'étranger dans le troupeau, il se met à crier. On attrape un veau, un petit veau, s'il se met à meugler, c'est lui le premier qui arrive. Hein? On a mis ça. Hein? Bravo lui. 14 ans, j'ai quitté mes parents. Je suis allé à Paris, j'ai retrouvé ma sœur, j'ai resté un mois ou deux chez elle. Et j'ai trouvé une place dans un restaurant pour laver les bouteilles. Pendant 6-7 mois, j'ai lavé les bouteilles. Je suis devenu commis de restaurant. Et après, serveur du restaurant. Et après,
gérant de la brasserie Stella, à 21 ans. Ma mère m'a appris à coudre à l'âge de 5 ans. Elle était assise en train de faire de la couture au raccommodage et elle me donnait un bout de tissu et elle m'expliquait comment il fallait faire. Et c'est comme ça que j'ai appris à coudre, que ça m'a servi dans ma vie. Eh bien, on revient à Madame Arnaud, qui avait fait des pieds, des mains et du reste. Elle avait employé tous ses atouts, sans doute, pour convaincre mes parents d'abord. Et papa et maman avaient été convaincus que je pouvais aller, vous croyez, qu'il en a les capacités d'aller en 6e ou d'aller au moins à l'école supérieure à Mirepoix. Mais absolument, tout à fait. Enfin, moi, je n'ai pas assisté aux entretiens, mais enfin, c'est ce qu'on m'en a rapporté. Mais la grand-mère, paix à son âme, quand même, n'a jamais voulu en démordre. Comment? Et on avait un domestique, là. Et Gérard, quand même, c'est l'aîné, là. C'est l'aîné, là, et vous avez 3 paires de bœufs sous les tables, là, dans les tables, et quand vous allez labourer, vous n'êtes que 2 à pouvoir y aller, hein, quand même, mais il est indispensable pour continuer le travail ici. Allez, le domestique qu'on avait, Paco, il restera pas tout le temps, bon, c'est vrai qu'il était assez âgé. Et donc, pour elle, c'était immuable. Il fallait que Gérard continue. Bon. Alors évidemment, de mon côté, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup aidé Madame Arnaud, parce que sans doute, ça me plaisait assez de travail agricole, peut-être un peu plus que les études. C'est possible, je ne sais pas. Mon travail à la ferme, c'était d'aider la belle-mère, d'aller au champ, faire le travail qu'il y avait à faire. Et après, une semaine, on allait garder les vaches, parce qu'autrefois, les vaches, il y avait quelqu'un qui les gardait. C'est pas comme maintenant, que maintenant, il y a la clôture. Et notre semaine, on avait la cuisine à faire, et ma belle-sœur, elle m'a remplacée pour aller garder les vaches. Et après, mon mari, des fois, il se trouvait tout seul pour traire les vaches à la main. Et alors, j'ai appris à traire les vaches. Il me laissait les plus tendres parce qu'il y en avait qui étaient plus dures. Et en temps, que j'étais en train de traire, j'avais la caresse de la queue de la vache. J'avais passé le REC, c'était le 1955, je me trouvais à Islingen, en pleine forêt noire, non loin de la source du Danube. Et là, comme moi j'avais signé un engagement pour aller à la guerre contre l'Allemagne, parce qu'il y en avait plusieurs, j'étais démobilisable. Bon, j'étais en permission libérable. Et le chef de compagnie, j'étais son ordonnance. Alors j'y reviens, ça, pour le certificat d'études. Quand on au débarquement en Provence, on y était, nous. Quand Delattre a débarqué, Delattre nous a dit, il nous a félicité, il nous a dit, maintenant vous êtes avec moi. Alors, il avait comme second le général de Montsaver. Le général de Montsaver voulait faire une pointe sur la côte d'Azur. Delattre ne voulait pas, puis ils se sont mis d'accord, puis ils sont partagés. Alors, de Montsaver a pris une partie de la première armée et les maquisards. Et moi, je me suis trouvé avec de Montsaver, aller libérer Marseille, tout le long de Nice, jusqu'à toute la côte d'Azur. Et quand on a été à Menton, là-bas, on a eu une permission. Et j'arrive là. La permission finie, je l'ai fait ponter, je suis parti le lendemain. J'arrive à Menton, là-bas. Là, je vais vite. J'arrive à Menton, et je venais d'arriver, parce qu'il y avait peut-être une heure. Et il me dit, le commandant, un Menton, il me trouvait le commandant Rivet te demande.
Puis je me suis dit, je savais ce que j'avais fait, je me suis dit, tu vas les rouiller. J'arrive là, j'ai dit, bon commandant, vos ordres. Alors, il me dit, parce qu'il avait la voix perçante rude, il me dit, cette permission, je vais me passer, ben oui. Bon, il me dit, tu le sais, il m'a demandé comme ça, je ne vais pas pour 50 cheveux, j'ai besoin d'une ordonnance, ce sera toi. Là, moi, ça m'a fait comme tout, j'ai collé au certificat d'études l'ordonnance, je me suis dit, comment tu vas faire? Alors je lui dis, mon commandant, avec tout mes respect, les infantilités. Il savait ce que ça voulait dire, puisque lui, c'était l'inspecteur d'académie qui avait laissé l'académie pour l'armée. Il me dit, quoi cela ne tienne? Une seconde, il me faut. Et le lendemain, il est arrivé avec un... Je me rends au travail, moi. Il est arrivé avec un livre de grammaire. Il me dit, là, il y a de quoi bûcher les verbes et les conjugaisons. Je l'ai encore. Et voilà, c'est ça. C'est le même que j'avais à l'école. Et voilà, on a fait toute la campagne, alors là, immédiatement, tous les permissionnaires rentrés. En camion, on est allé à Vienne, là-bas, à Lyon, retrouver toute la première armée de l'autre. Et là, ça a commencé le Barou, la prison de Lyon et tout ça, et jusqu'à l'Allemagne. Alors là, pour j'arrive, quand j'ai été démobilisé, d'ailleurs, lui, il a signé un engagement pour Indochine. Moi, je n'ai pas voulu. Il a passé 8 jours qu'il ne me parlait pas, hein, parce que je ne l'avais pas suivi. Enfin, bon, ça y a passé. Et quand on est arrivé là-bas, avant de prendre le train, il nous a passé tout. Et quand il est arrivé à moi, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, je ne sais pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Hein. Et puis il me dit, maintenant tu peux le repasser le certificat d'études, tu seras reçu. Je ne l'ai jamais fait. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Et quand j'étais en Italie, que j'étais gosse, c'était la période de la guerre. C'était la période de la guerre. Et alors on voyait les avions passer qui nous disaient ils vont bombarder en Allemagne. Et des fois on tirait à des avions et il y en avait des fois qui étaient blessés. Et alors on voyait des fois le parachute descendait, des fois il avait le temps de se sauver, et d'autres fois il y avait la police qui ils étaient là, qui l'attendaient pour l'attraper et l'enfermer. Le souvenir de la guerre, c'est dur, parce que même maintenant, quand je vois des films de guerre à la télé, je ne les regarde pas, parce que le souvenir, il est resté. On ne gaspillait pas, la nourriture était juste. Et il y avait les tickets pour avoir le beurre, l'huile, les choses. On mangeait, mais c'était juste. Et c'était dur. Les habits, c'était pareil. On les faisait durer tant qu'ils pouvaient. J'avais 5 ans quand papa a été fait prisonnier à Dunkerque, je sais. Mais là, je n'ai évidemment, moi, ni aucun souvenir quand il est parti à la guerre. Donc. Et puis ensuite, on lisait des lettres, oui, d'accord, c'est tout. Et quand il est... Donc, je n'avais aucun souvenir de lui. Quand il a été libéré, en 1945, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas du tout. Nous, on était à Pardeillan avec Yves, on était prévenus que des prisonniers arrivaient. On ne savait pas s'ils seraient dans le groupe ou s'ils n'y seraient pas. Et quand il est arrivé, il était à la portière d'une voiture de gens gentils qui le portaient depuis Millepoix, et il nous a dit « Qui c'est qui arrive là ?» Parce qu'on était à Pardeillan sur la tonnelle à attendre, évidemment. Et évidemment, on était incapable de poser la réponse. On a compris que c'était lui qui nous posait la question, mais en fait, c'est vrai que ça a été les premiers contacts, on embrassait un inconnu, hein, c'est vrai. Tout à fait. Ça fait bizarre, mais c'est... Bon, après, rapidement, on s'y fait. Mais papa, ensuite, n'a pas raconté. Il fallait lui extorquer, lui arracher un peu
les souvenirs un petit peu, quoi. On sentait que il voulait l'oublier, tout ça. Non, j'ai trop mal au cœur. Un seul. Mais ça, c'était pas pendant le stage, c'était dans la plaine d'Alsace. Ça avait morphé. Il y a un copain qui est tombé là, il est tombé. Alors il m'a dit, Albert, il m'a dit, aide-moi à me lever, il parlait encore. Alors j'ai aidé à se relever, il était partagé par le milieu, il parlait encore. Et je l'ai reposé. Il s'est tourné vers moi, il a remué les lèvres, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ça, des fois encore j'y pense. Et il avait 20 ans au moment. C'était un lieutenant-colonel de l'armée américaine qui est allé en Allemagne avec cette voiture. Elle a fait le débarquement en Normandie. Tiens, il y a un papillon, regardez. Il est gentil. Et qu'est-ce que tu fais là? Et alors, Toutou? Et qu'est-ce que c'est, toi? Vous avez vu où il se met? Et j'ai démarré, madame, dans 9 mètres carrés. Vous voyez, là-bas au pigeonnier qu'on appelle maintenant. 9 mètres carrés, ça ne fait pas grand-chose. Et là, j'ai un ami de la Bastide qui était secrétaire de mairie, est venu me monter une chose pour mettre une petite forge, parce que j'ai commencé comme ça. Et peut-être une petite église. Et regarde la dame. Regarde la damette. Ça, c'est les constructeurs du pigeonnier. À l'époque, elle était très jolie. J'étais obligé de la faire danser. Voilà comment ça s'est passé. Elle était jolie, mais quand même, comme voulez-vous. Allez, ça, c'est les constructeurs de l'atelier et du démarrage de l'entreprise pour mécanique. Vous voyez, madame et monsieur, c'est comme ça. Et nous avons marché, Paulette, tranquillement, sans se presser en première lente, vous savez, madame. Et voilà. Et on est là, pour le moment. Et maman, il faut qu'on tienne le coup un peu, mais on s'attachera les bretelles un peu haut, comme ça on tiendra un peu mieux. Et voilà. Gisou. Gisou, Gisou, ce prénom est si doux. Gisou, Gisou, mon cœur est sans dessus dessous. Ton regard envoûtant et charmant bouleverse mon esprit profondément. Tes yeux scintillent dans ce ciel rêvé comme les étoiles d'une nuit bleutée. Tu m'amuses enchanteresse comme la brise qui me caresse. Tu effleures mon âme en émoi, ce n'est que toi. Enchanté de ces moments sublimes, mon être se réjouit de ces instants intimes où toi, ma princesse adorée,
tu me donnes amour et volupté. Elle a été toujours près de moi, toujours. Parce que dans ma vie aussi, après, d'adulte, j'ai pas été toujours... J'ai eu quelques petites déprimes, tout ça, c'est pas si facile que ça non plus. Elle était toujours là. Et c'est vrai que tout ce que je fais, de poèmes, etc., elle le lit et tout ça. Et l'inspiration, très souvent, c'est elle qui me la donne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. J'ai connu mon mari parce qu'il avait laissé des parents en Italie. Il était venu avec sa maman voir ses proches en Italie. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Il habitait au village à côté, mais on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Nous sommes fréquentés par écrit un an, et après, il a demandé la main à mes parents et nous sommes mariés un an après de savoir écrire. On s'écrivait comment on allait, on se demandait la santé, on racontait le travail de la ferme, qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. La lettre, elle mettait 8 jours. Il fallait attendre 8 jours pour avoir la réponse. Et on attendait ça avec joie. Avec joie. Des fois, elle mettait un peu plus. Et il fallait attendre. J'étais assez moyen de répondre le même jour ou le lendemain pour qu'il ait mes nouvelles. Je me rappelle, ça m'a fait plaisir que pour mon anniversaire, il m'a envoyé une photo des amoureux, et c'est la seule photo que j'ai regardée comme souvenir. Toutes les autres lettres, je les ai brûlées parce que j'ai dit, personne ne le comprendra, comme ça, le souvenir est passé et le reste, on vit. C'était la main droite de la maison. C'était elle, quand on était en société avec mon beau-frère et mon fils, c'était elle qui tenait les comptes à la maison. C'était elle qui s'occupait de la comptabilité. Et je reconnais qu'elle a eu une drôle de tâche là. On peut lui lever comme on dit, le chapeau. Hein. C'était elle et elle faisait la cuisine et tous les courses et tout. Hein, à la maison. Elle a eu vraiment du mérite là. Hein. Ouais. Et oui, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est énorme ça. Donc elle vous rencontre, vous êtes dans la clandestinité. Oh, c'est-à-dire, on pouvait que, même clandestin, quand même, ici, il y avait, c'est pas comme pendant la zone occupée, on était un peu, il fallait faire attention. Hein. Mais du point que vous restez un peu tranquille, alors moi j'allais, je sais pas, j'allais quelque part à vélo, je ne me rappelle pas où. Et comme là il y avait beaucoup de monde, et qu'à un moment ils sont arrêtés, ils m'ont crié, je me suis arrêté. Tu es allé chez tes cousins quand même là-bas. Oui, bon. Quand même, tu pouvais te cacher si jamais Oui. il avait ses oncles. Là, Je restais pas plus de 8 jours au même endroit, hein, parce qu'il fallait faire attention. Parce que le matin, quand depuis la ferme là-bas, un gendarme de Chalabre qui était dans la résistance, il m'a dit, méfie-toi, tu es sur la liste de la milice à Gestapo. Un matin, ils vont t'arriver. Parce qu'ils arrivent à 6 h du matin hein, pour t'arrêter. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'hiver 33-34, tout le mois de décembre, j'étais dormi dans le plantonnière, je m'étais fait le baraque. Et tous les soirs, à tomber dans la nuit, je partais. Je m'emmenais la Finette, la chienne. Et au lever du jour... À la campagne, que je dis, où il habite. Et au lever du jour, je revenais. Et puis je suis monté au banquier définitivement. Le chef, avec l'adjoint de compagnie, ils ont voulu faire une vidéo à Saint-Brémond. Alors ils m'ont amené. On s'était rencontré que le chef de compagnie ne m'a pas vu, il travaillait tous les diables, il pensait que j'avais déserté. Il était déserté. Comme je l'avais fait une fois, ce n'était pas le cas. Et puis les gendarmes sont venus me voir, moi, je ne sais pas comment. Ah oui, il était venu voir son père, et son père, déjà, je lui écrivais, enfin, déjà, son père lui a donné mon adresse, et les gendarmes de Villepoix sont venus me voir.
Tellement que je lui ai dit, un de perdu, 10 de gagné, j'ai répondu. Ah oui, c'était bien ça de parler comme ça. Vous voyez un Oui, peu? oui, ça je lui ai dit, c'est vrai. Ouais, c'est bien dit ça. Et tous les jours, il fallait mettre l'aliment dans les crèches. Et tous les jours, quand ils étaient prêts à vendre, on mettait 3 tonnes d'aliments par jour. Avec le beau-frère là, sur le dos, des sacs de 50 kilos. Et ça, aujourd'hui, bon, ça serait celui qui ferait ce genre de travail. Et ça serait modifié, ça aussi. J'avais qu'un petit tracteur de 30 chevaux. Et s'il n'y avait pas de cabine, et le soir, comme j'avais un soc, j'avais qu'une charrue derrière, comme il était petit. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 des fois derrière. Et pour labourer 1 hectare, il fallait plusieurs heures. Et pour arriver à labourer ça, des fois, le soir, après manger, je repartais labourer. Et je me rappelle, une fois, j'étais reparti, enfin une fois, même plusieurs fois, ça m'est arrivé. Il gelait. Et quand je suis rentré chez moi à 2 h du matin, j'avais mon visage tout gelé, et les sourcils ils étaient gelés, ça craquait. Hein. Et ça, il faut. Aujourd'hui, quand je le raconte aux jeunes, ils me disent, mais quand même, c'était pas humain ça. Et j'ai dit, c'était comme ça, il fallait subir, c'était comme ça. La cendre, c'est la cendre de la cheminée. Qu'on avait la cheminée pour se chauffer, pour faire à manger. Il n'y avait pas le gaz comme il y a maintenant. Il n'y avait que la cheminée et un petit trépied qu'on mettait de la braise, des fois pour cuire quelque chose plus vite fait. Et alors on gardait la cendre et pour quand on devait faire la lessive, et il fallait mettre la cendre sous le linge et on mettait l'eau bouillante et on laissait couler. Et le lendemain, après, on rinçait. On allait au ruisseau, rincer le linge. En été, l'eau, elle n'était pas froide, mais le plus mauvais, c'était l'hiver. Cette eau froide. Maintenant, il y a des gants. À cette époque-là, ça n'existait pas les gants. S'il fallait repasser du linge, le fer électrique, encore ça n'existait pas. Voilà le fer qu'on repassait le linge avec les braises du feu. Et alors, quand j'ai eu fini le travail, j'avais le nez complètement noir. Et à l'époque, on n'avait pas de douche, on n'avait même pas un évier. On se lavait comme ça dans un seau, je ne sais pas si je l'avais marqué ça. Et il me fallait aller chercher l'eau bien froide au Pont-Neuf, au bout du Pont-Neuf, à Chalabre. Là-haut, il y avait une fontaine et il coulait de l'eau. J'allais chercher l'eau là. Il y avait une côte à moins de 5 mètres et quand j'avais monté la côte, la respiration, elle manquait. Alors il fallait faire une pause et là après la respiration revenait et ça recommençait. On posait notre comporte d'eau et on continuait notre travail. Et l'eau courante, nous l'avons eu en 1966. Je me rappelle de ça parce que c'est l'année où je me suis marié. Et c'est l'année où j'ai commencé à habiter là où je suis, chez mes beaux-parents. Là. Et ça a été vraiment, l'eau courante, ça a été une révolution. Parce que nous, par les premiers, en bas, on allait chercher l'eau au puits. Et souvent, quand il pleuvait, on n'avait pas de l'eau claire. Hein. Quand il arrivait l'orage, l'eau de l'orage débordait dans le puits, on avait de l'eau trouble. On attendait que ça se pose pour la boire. Hein. Et puis là, on s'est trouvé avec de l'eau claire. Hein. Et puis, bon, on a eu l'eau courante, on a commencé à mettre un chauffe-eau. On a eu l'eau chaude au-dessus de l'évier. Et puis après, on a installé les WC, on a installé la douche, que tout ça, on ne l'avait pas dans le... Parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. C'est vrai que l'eau courante, ça a été vraiment une révolution, quoi.
Ma première viande rouge, je l'ai mangée à 14 ans quand j'ai commencé à travailler de restaurant. Je n'ai jamais mangé de viande. Du pot-au-feu, du lapin, rarement du poulet. Mais de la viande rouge, jamais, jamais, jamais. Je ne savais pas ce que c'était qu'une moule. Je n'avais jamais vu de moule. Un jour, ma mère a ramené une banane à la maison. Je regardais ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était qu'une banane. J'étais vraiment l'enfant sauvage, complètement rayé. Moi, je suis resté en fait. Je l'ai connu quand je suis venue en France depuis le train. J'ai vu la mer. Et c'est la première fois que j'ai monté un train. Ça fait quelque chose. Des choses qu'on n'a jamais vues. Ça fait plaisir quand même de voir. Mais il n'y avait pas la possibilité, on ne demandait rien. On était heureux quand même, hein. C'était tout le monde qui était dans le même bain, hein. On était heureux. Ça nous empêchait pas de faire la fête quand on avait l'occasion. Hein. Et on partait, après les repas, bon, on partait au bal, bien entendu. Il y avait l'orchestre, tout ça. Bon, et puis, mais là aussi, c'est pareil, ça se passait pas comme ça se passe aujourd'hui. Et on invitait une fille à danser, mais il y avait les parents qui étaient là, et puis ils ne se parlaient pas d'aller plus loin que la piste de bal. Il fallait rester sous la vue des parents. C'était bon, oui, il y avait des manèges. Pour la Sainte-Année, tout le monde allait à la messe, et après, il y avait le bal. Et pour le 12 juin, que c'était la fête de secours mutuel, c'était pareil. Oui, Il n'y avait pas la messe. il y avait la messe, la messe autour. et il y avait les corbeilles pleines de pain béni. Enfin, c'était pas du pain, c'était des petits gâteaux. Et ils faisaient le tour du village avec la musique et les corbeilles. Et après, ils distribuaient ceux qui avaient commandé les pains bénis. C'était des pains à l'anis, comme ça. Là aussi, ils m'ont demandé président du comité des fêtes. On ne m'a pas loupé. Oui. Le soir, comme il n'aimait pas danser, il allait au lit. Et quand le bal se finissait, la nuit, il allait éteindre les... Parce qu'il fallait économiser. Il fallait économiser et éteindre les lumières. Elle s'organise bien. Non, tu vois, ça pique pas. Si on les embête pas trop. Non, il ne faut pas les embêter, voilà, c'est tout. Mais je ne vois pas de mâle. Je voulais te faire... Tiens, voilà un mâle, tu vois le gros là. Attends, là, il est rentré là. Il est beaucoup plus noir, plus brillant que les autres. Et il y en a qui rentrent avec du pollen aux pattes. Tu vois? C'est ceux qui butinent. Attends, tu vas voir. Je ne sais pas exactement. J'ai toujours eu cette passion. On habitait à côté de Paris, on avait une maison avec un toit plat. J'ai mis des ruches sur le toit plat à Paris, à côté de Paris. C'est un peu la même société finalement, humaine ou apicole. Il y a une reine qui dirige tout, comme ici on a le président. Il y a la basse classe qui nettoie, il y a ceux qui récoltent. Les gardiennes, pareil, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui. Les jeunes qui viennent au monde, on les fait nettoyer l'intérieur des ruches. Il y a les cirières, il y a la propolis, vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez, oui, ça c'est formidable, ça. Ceux qui font la propolis. Des mâles. On faisait du tabac. On a fait du tabac brun.
et du tabac blond. Et on ramassait les feuilles, feuille par feuille, au champ. Ça aussi, c'était un travail il fallait être nombreux, on se donnait la main entre planteurs. On se trouvait des fois une douzaine pour faire ça. Mais on avait aussi des voisins qui ne faisaient pas de tabac et qui venaient quand même des voisins solidaires, quoi, et intimes. Et ils venaient nous aider quand même dans le travail. On en avait même pas mal. On se donnait beaucoup la main, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que dans l'agriculture, on n'est pas solidaire comme on était avant. Est-ce que c'est le nouveau matériel qui le fait? Parce qu'on n'a pas besoin de... C'est vrai, avec le matériel qu'il y a aujourd'hui, un gars tout seul, il fait beaucoup de choses, quoi, tout seul. Ici, il y avait 12 exploitations agricoles sur le village. Bon, en gros, ça faisait 12 agriculteurs, minimum. Des fois, ils étaient 2, des fois, ça faisait plus. Bon. Ces 12 personnes se retrouvaient pour faire le travail le jour qu'on sortait le grain de la paille. Il y avait 12 personnes qui travaillaient. Aujourd'hui, on fait ça à la moissonneuse batteuse, il n'y a qu'une seule personne, le gars qui conduit la moissonneuse batteuse. Il n'y a que lui. Lui, il remplace déjà là 12 personnes, tout seul. Mais on dit qu'il y a du chômage, mais avec le robot, pour moi, il va y en avoir encore plus, parce que le robot va supprimer, je ne sais pas moi, 4 ouvriers, 10 dans une autre entreprise, 15 dans l'autre. Et là, c'est comme si nous, on a le robot pour conduire le tracteur, et mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, et voilà. Enfin, je ne sais pas, je le vois Pour moi, peut-être je vais dire une bêtise, mais tant pis. Mais pour moi, le progrès, il tue un peu l'homme. On est arrivé au bout, on n'y est pas arrivé, je n'en sais rien. Mais je pense que plus ça va, on cherche toujours. En arrière, on ne veut plus revenir en arrière, on essaye toujours. Mais un jour quand même. Un jour. Je ne sais pas, on va arriver... Ou qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas. Il n'y aura pas de place assez pour tout le monde, mais je ne sais pas. Avec les portables, comme on discutait, ça y est, c'est l'exemple du portable avec l'Internet et tout, il y a des échanges qui n'en sont pas. On écrit, on envoie des photos, que vous soyez tout nus, mettons, non mais ça ne peut pas aller ça. Il faut revenir à une morale, enfin quelque chose de sain, de très sain. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que ça me gêne, parce qu'on n'a plus de communication entre nous. On n'en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, quand on en a, on essaye de la garder, parce que ça nous plaît. Ici, on communique. Mais avec des jeunes, on ne communique pas. Et ça, c'est dommage. Mais ça peut s'apprendre de nouveau. Avec des difficultés, mais on va l'apprendre. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Toutes les commodités qu'il y a, la télé, l'eau au robinet, l'eau douce, le chauffage, toutes ces choses-là, je ne les ai pas reconnues quand j'étais gauche jusqu'après à l'âge de 30 à 40 ans. Maintenant, je suis heureuse de ça que je peux vivre, que ça continue. C'est tout ça que je demande. J'ai 3 mots qui me plaisent beaucoup. Mais ça n'a rien à voir les années 60. Mais c'est une conséquence des années 60. Ce que je pense, moi, et ce que je n'ai pas, c'est l'intelligence. C'est le mot intelligence. Le deuxième mot, c'est harmonie. L'harmonie. Le troisième mot, c'est culture. C'est culture. Et le quatrième mot, je ne sais pas, c'est peut-être... Et le quatrième mot, la tolérance. Voilà. Et je vous le donne pour la petite. Avoir la santé,
la chose plus heureuse, c'est avoir la santé, le bonheur, l'amitié et, et être en bon rapport avec tout le monde. C'est ça le plus nécessaire, l'amitié et le change tout. Je crois que je rends service comme je puis, on me le rend en ce moment que je suis seule et ainsi. On m'a appris à avoir le respect, de respecter les personnes âgées, de faire attention à ce qu'on disait. Et ça, mes parents, ils me l'ont appris et j'essaye, moi aussi, comme je peux, continuer ces choses qu'on m'a appris. Il faut le travail. Oui, il faut le travail. Mais bien sûr qu'il faut le travail. Les beaux-parents, quand même, n'ont pas eu peur de construire. Aux générations qui viennent, l'essentiel de ce qu'il faut suivre comme ligne de vie, vraiment, je crois qu'il faut être en accord avec ce que l'on pense au fond de soi, il faudrait se débarrasser de tous les accessoires qui sont de plus en plus nombreux et facultatifs que la vie nous procure aujourd'hui. On en a eu tous des obstacles à surmonter et on s'aperçoit que de les surmonter et de garder une ligne de conduite, si possible la même, rend plus fort et plus apte à surmonter les difficultés. Quand on se dispute, et ça s'arrange toujours. Et voilà. C'est comme ça. Il faut s'aider les uns avec les autres. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est qu'il faut qu'ils se mettent au travail. Ça, c'est la première chose. Dans tous les domaines, il y a du travail. Mais il faut s'y mettre. Il ne faut pas attendre qu'on te porte du pognon sans travailler. Ça ne marchera pas longtemps. Le bonheur, il faut savoir être heureux et se contenter de ce qu'on a et ne pas être envieux, surtout ne pas envier les riches. Non. Donc je suis très heureux. Je serai à un moment de ma vie le plus heureux maintenant. J'ai dégusté avec la maladie de ma femme. C'était très très dur. Mais je l'ai soigné jusqu'au bout parce que c'est la droiture qui revient. Non, non. Je les gâte à mes poules. Le matin, je leur donne du pain trempé. Mais je ne les tue pas. Jamais. Viens avec tes petits.